Bonjour, soyez les bienvenus dans Géopolitis et merci de votre attention. Ce sont cette semaine les futures pandémies et surtout la manière d'y répondre qui sont au centre de cette émission. Secoués par les ravages de la crise du Covid-19 qui a fait des millions de morts, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé planchent toujours sur un accord pour mieux se préparer aux futures pandémies. Les négociations, rattrapées par les intérêts économiques et politiques, ont été prolongées. Tout le monde la redoute. Quelle sera la prochaine pandémie? Les scientifiques y travaillent. Pour nombre d'entre eux, un virus respiratoire serait la menace numéro 1, avec des souches à fort potentiel pandémique. L'Organisation mondiale de la santé, basée à Genève, a exprimé sa grande inquiétude face à la propagation du H5N1 à l'origine de la grippe aviaire. Notre invité a été en première ligne lors de la crise du Covid pour comprendre, expliquer, conseiller. Il est connu dans tout le monde francophone. Antoine Flao est épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Nous irons à sa rencontre. Ce que nous avons vécu il y a 4 ans n'a vraiment rien d'anodin. Ce fut un choc énorme. Le monde s'est figé et replié sur lui-même pour tenter de se protéger. Mais la pandémie de Covid-19 a annulé plus d'une décennie de progrès en matière d'espérance de vie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Espérance de vie qui a chuté en moyenne dans cette période et dans le monde de presque 2 ans. Aujourd'hui, nous avons tous envie de tourner la page. Pourtant, les scientifiques viennent nous le rappeler, une nouvelle pandémie majeure semble inéluctable. Il s'agit donc de tirer les leçons de la crise du Covid pour pouvoir mieux identifier les risques futurs et surtout agir plus efficacement. Avant de partir à la rencontre d'Antoine Flao au campus Biotech à Genève, nous allons nous souvenir en images du traumatisme que nous avons subi et tenter de mieux comprendre quels sont les points essentiels de l'accord négocié à l'OMS. Nathalie Boujard. Gentiment de suivre les mesures recommandées par l'Office fédéral de la santé publique. Éternuer ou tousser dans un mouchoir ou au creux du bras. Nous vous souhaitons une bonne journée et restez en bonne santé. En 2020, le monde entier se retrouve à l'arrêt en quelques semaines, submergé par un virus respiratoire jusqu'ici inconnu qui se propage très rapidement. Fermeture des frontières, d'écoles, d'entreprises, de restaurants et magasins, couvre-feu, confinement, transport vide, hôpitaux pleins. Le personnel soignant travaille jusqu'à l'épuisement, à l'image de cette infirmière. Sa collègue, qui a pris la photo, lance un appel à rester chez soi à la télévision italienne. Nous sommes au maximum de nos capacités physiques et mentales. Aidez-nous. Les hôpitaux sont arrivés à saturation. Nous ne pouvons plus répondre à cette urgence. Il manque de matériel de protection, de masques, d'oxygène pour les patients en détresse respiratoire, partout dans le monde. De l'entraide, il y en a eu. Comme en 2021, lorsque quelques pays européens envoient ces stocks d'oxygène à l'Inde, confrontés à une intense vague de Covid. Ou lors de ces transferts de patients français vers des hôpitaux allemands et suisses. Mais le Covid-19 révèle aussi la fragilité d'un monde globalisé, interconnecté, mal préparé à un tel défi. Cette pandémie a accentué les injustices sociales et économiques. Des pans entiers de la population ont été plongés dans le besoin. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens affamés. Ces gens recherchent juste de la nourriture, s'il vous plaît. Alors nous préférons mourir du virus corona plutôt que de mourir de faim dans nos maisons. Le Covid a également souligné des inégalités béantes entre pays. Côté vaccin, par exemple, la riposte s'organise rapidement. Mais ils sont très inégalement répartis. Les premiers pays à y avoir accès sont ceux qui les produisent, comme les États-Unis, l'Europe, la Chine et la Russie. Bien plus tard, l'Afrique. Plus de 39 millions de doses de vaccins ont maintenant été administrées dans au moins 49 pays à revenus élevés. Seulement 25 doses ont été administrées dans un des pays aux revenus le plus bas. Pas 25 millions, pas 25 000, juste 25. 32% des personnes vivant en Afrique ont reçu une vaccination complète en 2023, contre 66% en Europe, 66% en Amérique du Nord, 77% en Amérique du Sud et 73% en Asie. En décembre 2021, les 194 pays membres de l'OMS créent un groupe de négociation. Objectif :
rédiger un texte afin que chaque pays puisse à l'avenir mieux prévenir, détecter, contrôler et combattre les pandémies, mieux faire face, collectivement. Ce qui s'est passé ces dernières années avec les crises du Covid a prouvé que le monde n'était pas bien préparé à travailler ensemble pour combattre et empêcher les pandémies qui coûtent de nombreuses vies. Et nous faisons tout notre possible avec cet instrument, ce texte, pour rendre cette situation meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Les négociateurs avaient jusqu'à mai 2024 pour élaborer ce plan international très ambitieux. Le délai a finalement pris fin, sans aboutir à un consensus. Parmi les points de dissension, garantir un accès équitable aux tests, vaccins et traitements, ce qui pose notamment la question de la levée des brevets, mais aussi comment mieux prévenir les pandémies et partager immédiatement l'information, et avec quel financement, combien et par qui, pour y parvenir. Il y a eu d'importantes divisions sur certaines questions entre les pays, notamment entre les pays industrialisés les plus riches et les pays en développement. Vous avez donc un certain nombre de ces pays qui n'ont pas oublié les inégalités majeures survenues pendant le Covid-19, où ils ont dû attendre d'être servis en dernier. Cette crise sanitaire a profondément marqué les sociétés. Certaines mesures contre le virus ont été et restent contestées par une partie de la population. Un monde inégal et divisé, face à des menaces globales. Antoine Flahault, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Vous avez été fortement sollicité lors de la crise majeure du Covid. On vous a beaucoup vu dans les médias, beaucoup entendu. Personne n'y a échappé, cette emprise de cette pandémie. 4 ans après, quelles leçons peut-on en tirer ? Alors, je crois que déjà, on a fait face à une tragédie. On ne s'en rend pas forcément compte. L'OMS a comptabilisé 7 millions de décès en l'espace de 3 ans. La plupart des experts sont d'accord pour dire que c'est très sous-estimé, que c'est probablement 30 millions. On peut dire que les vaccins ont sauvé 20 millions de personnes dans la première année de leur déploiement. Donc on est presque à 50 millions de victimes si on n'avait pas eu ces vaccins aussi rapidement. Et puis on a en fait évité un très grand nombre de décès grâce à toutes ces mesures, confinement, fermeture d'écoles, de frontières, tout ça qui a été évidemment extrêmement sévère mais très efficace. Donc vous voyez qu'on est face à quelque chose qui a été extrêmement sévère, sans parler de toutes les souffrances qu'ont subi les gens en matière de Covid long, en matière d'hospitalisation, sans parler des pertes aussi économiques. Tous les pays n'ont pas eu les mêmes amortisseurs sociaux que nous avons pu avoir en Europe, par exemple. Et donc, la pandémie a été une véritable tragédie, la raison pour laquelle les pays se sont dit il faut faire maintenant un accord ou un traité ou quelque chose qui permettrait au moins de beaucoup mieux se préparer à défaut de pouvoir les éviter. Parce qu'il y avait une vraie prise de conscience de la vulnérabilité des sociétés. La pandémie de Covid-19 a aussi montré à quel point il est essentiel pour la communauté scientifique de réagir très rapidement. La Chine a été pointée du doigt pour avoir tardé à communiquer. Si l'information avait circulé plus rapidement, si on avait eu justement un tel accord avant le Covid-19, pensez-vous qu'on aurait pu éviter une telle pandémie ? Alors je ne sais pas si on aurait pu l'éviter. Ce qu'on peut dire juste, c'est qu'il ne faut pas être trop injuste avec les Chinois. On a su assez rapidement que les premiers cas étaient survenus. Et puis surtout, on n'a pas eu 10 jours de délai entre la notification à l'OMS, tout début janvier, et puis le 10 janvier, la publication de la séquence complète du génome du virus qui a permis de déclencher le démarrage des productions de tests, du développement du vaccin, ARN messager en particulier. Et donc, quelque part, je ne suis pas certain que les Américains ou les Européens auraient fait beaucoup plus rapidement. C'est vrai qu'on a perdu après du temps parce que l'OMS n'a pas pu se déplacer en Chine quand elle l'aurait voulu pour essayer de voir si vraiment il n'y avait pas de transmission interhumaine. C'était ça la grande problématique. Et on a laissé des avions, des gros porteurs se poser à Wuhan, redécoller de Wuhan pendant, je dirais, pratiquement tout le mois de janvier. Et là, ils ont essaimé le virus sur toute la planète, ce qui aurait pu certainement être évité. Un accord sur les pandémies serait, selon vous, très important, nécessaire. Il a été décidé de prolonger les négociations en cours. Il existe d'importants points de friction. Qu'est-ce qui bloque ? Il y a au moins 2 points de friction. Il y a certainement celui des missions dont j'ai parlé. Il faudrait pouvoir laisser à l'OMS la possibilité de venir inspecter en cas d'urgence et de crise majeure. Et puis il y a tout ce transfert des technologies qui permettrait à tous les pays du monde, en tout cas à toutes les régions de l'OMS, les 6 régions de l'OMS, notamment dans l'Afrique, de pouvoir développer et produire des vaccins en cas de crise économique, de crise sanitaire majeure. Il faut vraiment qu'en cas de crise,
les pays puissent être un peu autonomes pour pouvoir délivrer des vaccins nécessaires, des tests aussi, ou des médicaments pour leur population. Donc la question de la levée des brevets, justement, et ses enjeux économiques. Voilà, il y a la levée des brevets qui est une partie, puis il y a la deuxième partie qui est la fabrication, et pour ça, il faut le savoir-faire, le transfert de technologie. Ce savoir-faire nécessite une bonne coordination, mais aussi une bonne collaboration des fabricants de vaccins qui ont le savoir-faire et de la puissance publique. Donc il faut ne pas braquer les uns, laisser aussi les autres pouvoir faire leur modèle économique, qui est un modèle capitalistique, mais il faut quand même que ces produits essentiels, que sont les vaccins en cas de pandémie, puissent être produits à prix coûtant, abordables pour toutes les populations. La pandémie de Covid-19 est arrivée à un moment où l'édifice des relations internationales se fissurait déjà. Or, la situation aujourd'hui s'est encore péjorée. Est-ce qu'un accord assurerait vraiment davantage de transparence, de partage des responsabilités au sein du système international aujourd'hui? Est-ce qu'on peut y croire? Alors, je crois que on aurait pu tenir à peu près le même discours que vous avez aujourd'hui en 1958. En 1958, on est en pleine guerre froide. Les relations sont extrêmement tendues entre, à cette époque-là, l'Union soviétique et les États-Unis et le bloc de l'Ouest. Et bien pourtant, l'URSS, l'Union soviétique, arrive à l'OMS, à l'Assemblée mondiale de la santé, avec un projet de résolution qui est l'éradication de la variole de la planète. Les gens se gaussent, les gens ricanent, disant que c'est impossible d'imaginer qu'il y ait une coopération. 20 ans plus tard, en 1979, ici à Genève, très près d'ici, nous déclarons l'éradication totale du virus de la variole. Vous savez, le virus de la variole a tué 300 millions de personnes au seul XXe siècle. Si on avait encore aujourd'hui la variole, ce serait un cauchemar. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire en effet que le climat soit très apaisé, mais les utopies qui prennent leurs racines dans le sanitaire sont peut-être celles qui peuvent le plus faire avancer ce type d'agenda sur l'agenda international et multilatéral. La préparation des pandémies, c'est bénéficiaire pour tout le monde, quels que soient les régimes, quelles que soient les opinions politiques. Ça transcende, je pense, toutes les cultures et toutes les opinions. Et précisément, les scientifiques préviennent qu'il faut s'attendre à une nouvelle pandémie dans un futur plus ou moins proche. Actuellement, le virus de la grippe aviaire est surveillé de près. L'OMS a exprimé son inquiétude. Voyons cela avec Nathalie Boujard. Des vaches laitières infectées par la grippe aviaire. Une nouvelle surprenante annoncée par les autorités américaines fin mars. Ce virus H5N1 aurait circulé dans les troupeaux depuis la fin 2023. C'est la première fois que nous voyons la grippe aviaire chez les bovins, des vaches. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. Donc le fait que ce soit le cas chez les bovins maintenant augmente clairement notre niveau de préoccupation et nous devons mieux comprendre ce qu'il se passe. Les animaux contaminés ont moins d'appétit, produisent moins de lait, mais se remettent de l'infection. La transmission se ferait par le matériel de traite. 20% du lait américain serait contaminé, mais sans danger à la consommation après pasteurisation. Jusqu'ici, 3 personnes travaillant avec le bétail ont été infectées, sans gravité. Longtemps, ce pathogène n'a circulé que dans les populations d'oiseaux, sauvages et domestiques. Détecté pour la première fois en 1996 à Hong Kong, il a depuis été à l'origine de plusieurs vagues de contamination. La dernière, qui a débuté en 2020, est particulièrement meurtrière. Plusieurs centaines de millions de volailles d'élevage sont mortes ou ont été abattues. Des millions d'oiseaux sauvages ont été décimés, dans le monde entier. S'il contamine parfois des personnes en contact avec des animaux malades, ce virus aviaire ne se transmet pas entre humains. Pour cela, il devrait se réarranger avec un virus capable d'infecter plus facilement l'homme, par exemple un virus porcin. Cette souche hautement pathogène a déjà contaminé plus de 40 espèces de mammifères, qu'elle circule désormais dans les troupeaux de vaches, inquiète. Personne ne suggère que le H5N1 sera la prochaine pandémie. Je ne crois pas que quiconque puisse prédire cela. Mais il est certainement inquiétant qu'un virus comme celui-ci commence à infecter plusieurs espèces de mammifères, ce qui signifie que le virus s'adapte à ces espèces qui nous ressemblent davantage que les oiseaux et qu'il existe donc un niveau d'alerte plus élevé. La France a entamé la vaccination de dizaines de millions de canards d'élevage en octobre dernier. Les États-Unis ainsi que l'Union européenne sécurisent actuellement des stocks de vaccins pour éventuellement immuniser les personnes exposées.
Antoine Flahault, le virus de la grippe aviaire a pour la première fois infecté des vaches laitières aux États-Unis. Est-ce qu'on doit craindre une nouvelle épidémie via la souche H5N1 ? Alors, la souche H5N1 n'est pas nouvelle. Elle a plus de 25 ans d'âge. On sait malheureusement qu'elle peut atteindre l'homme. Elle peut même être extrêmement virulente. Jusqu'à présent, la moitié des cas de grippe aviaire H5N1 sont décédés peu de temps après leur infection. Donc, c'est une infection extrêmement grave. La seule chose, c'est qu'il ne se transmet pas aujourd'hui d'homme à homme. Il n'y a pas de transmission interhumaine de ce virus qui est vraiment un virus de grippe aviaire. Il se transmet entre oiseaux. Il y a une très grosse épizootie chez les oiseaux et, comme vous le dites, de façon un petit peu surprenante, parce que ça n'avait jamais été un réservoir connu, il se trouve que les bovins, désormais, notamment en Amérique du Nord, se trouvent atteints d'une façon très très différente. Ils ne sont pas tellement atteints par les poumons, ils sont plutôt atteints par les mamelles, par les pies de la vache au moment de la traite. C'est des vaches laitières. Et d'ailleurs, même le lait est contaminé. Et on pense même on sait que des chats, par exemple, ont été contaminés par le lait, donc probablement des humains aussi. Donc c'est tout de même préoccupant. C'est préoccupant parce que des mammifères, désormais, semblent pouvoir être facilement atteints et peut-être même se transmettre le virus. On ne sait pas si les vaches ont une transmission intervache ou c'est via des contaminations par les fermiers, notamment au moment de l'allaitement, où on passe d'une vache à une autre, qui peut être contaminée pour l'une et qu'on va contaminer vers l'autre. Donc c'est difficile de savoir s'il y a une contamination entre des mammifères aujourd'hui, mais l'inquiétude vient que s'il commence à y avoir une contamination entre mammifères, le pas est beaucoup plus rapide pour qu'il y ait un jour une contamination entre humains que l'on redoute. On pourrait être prêt assez rapidement en termes de vaccins. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas dans le cas du coronavirus ou d'un nouveau virus. On est dans le cas d'un virus de la grippe pour lequel on sait faire des vaccins, d'une part, et on a toute l'infrastructure pour en faire pour toute l'humanité assez rapidement, puisque tous les hivers, on fait du vaccin contre la grippe. Il faudrait bien sûr le modifier pour le rendre plus performant contre le virus H5N1, ce qu'on ne sait pas encore très bien faire aujourd'hui, mais ce qui ne prendrait pas un temps fou, probablement, s'il fallait le faire de façon urgente. Quels sont les virus, les agents infectieux qui sont tout particulièrement observés et craints ? Alors, l'OMS a dressé une liste qu'elle appelle la blueprint des virus qu'elle met vraiment sous le radar. Pas tant d'ailleurs parce qu'il y a des craintes de pandémie. On ne craint pas tant une pandémie Ebola ou Nipah ou Lassa. Mais on voudrait avoir quand même des industriels ou la puissance publique qui développent des médicaments, des tests et des vaccins au cas où ces virus deviendraient pandémiques ou en tout cas auraient une extension régionale beaucoup plus préoccupante. L'OMS, dans sa sagesse, et c'est les experts de l'OMS ici, a pensé à ce qu'on appelle la maladie X. La maladie X, c'est la maladie qu'on ne connaît pas. Vous savez, le coronavirus, c'était une maladie X. On ne connaissait pas le SARS-CoV-2 comme un agent infectant l'homme. Il pourrait y avoir l'émergence d'un virus que l'on ne connaît pas ou qui n'a jamais infecté des hommes et qui, par mutation, devient à transmission interhumaine. Et ce sont les zoonoses qui sont redoutées, donc cette transmission d'animaux aux humains. Nous partons maintenant pour le Yucatan, au Mexique, dans une zone où les contacts justement potentiels entre humains et animaux sont rendus de plus en plus possibles en raison d'une forte déforestation. Des équipes de scientifiques traquent les agents infectieux susceptibles de provoquer justement des zoonoses et donc de nouvelles pandémies. Olivier Kohler. C'est dans l'immensité de la forêt tropicale du Yucatan, munie d'une lampe frontale, que ces scientifiques observent de près l'évolution des futures pandémies. Véritable réservoir à virus, ces chauves-souris constituent un laboratoire très fiable de l'évolution des pathologies à venir. Nous savons que nous devons élaborer des stratégies de surveillance et de prévention pour ces virus. Car une souche légèrement plus virulente peut se développer et provoquer une épidémie. Entre 500 et 800 000 virus d'origine animale pourraient potentiellement toucher l'homme. Des agents pathogènes véhiculés par des animaux, des oiseaux, des rongeurs et des moustiques qui peuvent potentiellement toucher les hommes, des zoonoses traquées sans relâche par ce laboratoire de l'Université de Mexico.
L'objectif de ce projet est donc d'avoir ces connaissances pour pouvoir prédire, si c'est possible, les futures pandémies, ce qui vient de nous arriver récemment, en sachant quel virus circule, de manière à pouvoir établir une cartographie des risques et à agir en conséquence. C'est l'ambition du programme lancé par l'OMS, Une seule santé, pour prévenir la transmission de maladies infectieuses véhiculées par des animaux et par des moustiques. Les moustiques sont les vecteurs de différentes maladies telles que la dengue. Et avec cela, nous avons également des moustiques qui circulent et qui peuvent faire le lien entre les animaux sauvages et la population humaine. La crise climatique va augmenter les maladies transmissibles à l'homme. D'où l'importance de préserver nos écosystèmes et de protéger la biodiversité des forêts, rempart face à la propagation de virus de l'animal vers l'homme. Antoine Flahault, on sait qu'aujourd'hui, les crises environnementales, climatiques favorisent l'émergence et la propagation des agents infectieux. Or, il existe dans l'accord un concept qui s'appelle Une santé, qui établit des relations entre santé humaine, santé de la nature, santé de la planète. Tout est lié. Oui, d'ailleurs, on dit que 70% des émergences sont dues aux animaux, ou viennent des animaux, les zoonoses. On n'a qu'une seule santé. On a la santé de la planète, des hommes et des animaux. Et que si vous négligez l'un, vous allez avoir des retours de boomerang et que les émergences vont être dues à des animaux malades que vous n'auriez pas surveillés, monitorés de façon suffisante pour pouvoir voir les menaces et éventuellement prendre des décisions et des actions correctrices ou en tout cas permettant d'éviter ces démarrages de maladies infectieuses épidémiques. Alors c'est un beau concept, hein, l'intention vraiment est belle et importante. Comment pourrait-elle se traduire de manière concrète? Par une intervention de l'OMS? Alors de manière concrète, il s'agit de former déjà des scientifiques, mais aussi des praticiens qui se parlent. Vous savez, les scientifiques vont dans leurs congrès de disciplines. Les médecins vont dans des congrès de médecine, les vétérinaires dans des congrès de médecine vétérinaire. Quand j'ai pu explorer un certain nombre de maladies infectieuses, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une très bonne connaissance de la vie des moustiques. Il y a des moustiques qui ne rentrent même pas chez vous. Vous n'avez pas de risque. Ça ne sert à rien de mettre des moustiquaires parce qu'ils ne rentrent pas. Ils ne piquent qu'à l'extérieur. Et puis il y a d'autres moustiques, comme ceux du paludisme, qui au contraire rentrent et piquent la nuit. Là, il faut mieux mettre des moustiquaires. Si vous n'avez pas cette connaissance-là, si vous n'avez pas non plus la connaissance des réservoirs animaux, moi, je ne sais pas, je suis médecin de formation, je ne sais pas échantillonner des animaux, je ne sais pas prélever du sang sur un chien, il faut des vétérinaires pour faire cela. Si vous n'avez pas un travail en commun, lorsque vous faites des investigations d'épidémies, si vous envoyez des missions de l'OMS uniquement avec des médecins et des infirmiers, vous n'allez pas capturer cette dimension One Health, vous n'allez pas penser à la vie et à l'œuvre du moustique, vous n'allez pas penser aux réservoirs animaux ou aux pollutions environnementales. Il faut qu'on puisse travailler ensemble, vraiment, et faire converger nos points de vue, voire parfois les affronter, pour pouvoir faire avancer les dispositifs et surtout pour pouvoir mieux prévenir ce type de très grosses pandémies qui sont survenues comme celle de Covid-19. Pour revenir à l'accord, c'est pour ça que je vous posais aussi la question de l'intervention de l'OMS, c'est quelque chose qui est quand même discuté et vraiment relevé pour les opposants. C'est la peur d'une perte d'indépendance, de souveraineté. Donc ça revient régulièrement, cette peur de la contrainte. Alors cette prérogative, cette jalousie de la prérogative nationale en termes de santé, elle est très universelle, on la retrouve partout. À l'Union européenne, vous l'avez. Par exemple, le calendrier vaccinal des Allemands n'est pas le même que celui des Français ou des Italiens. Allez savoir pourquoi les petits Italiens ou les petits Français n'auraient pas le même calendrier vaccinal. Parce qu'il y a une jalousie de ses prérogatives, c'est mon domaine et c'est ma chasse gardée, je ne veux pas. Alors, il y a eu en effet beaucoup de rumeurs et de fantasmes sur le rôle de chef d'orchestre que pourrait jouer l'OMS, mais on ne veut pas lui donner ce rôle. Finalement, à l'OMS, la communauté des États ne lui donne pas ce rôle. Donc, il faut qu'il en ait un petit peu plus de pouvoir de coordination. Mais ce n'est pas l'OMS, en effet, qui va décider des confinements, ce n'est pas l'OMS qui va décider des fermetures des écoles ou des frontières, mais l'OMS peut émettre des recommandations au vu
des données de la science et aussi partager rapidement les informations dont elle dispose. Elle peut aussi œuvrer pour que la disponibilité des vaccins, des produits... Vous savez, l'OMS a dressé une liste des médicaments essentiels et des diagnostics essentiels. Moi, je trouve que ce serait bien que tous ces médicaments et ces diagnostics essentiels n'aient jamais de rupture dans leur stock, y compris dans nos pays, soient accessibles à tous les gens qui en ont besoin, quel que soit leur niveau de revenu. Donc on peut avoir cette utopie que la santé devienne un bien commun de l'humanité pour lequel il y a du confort, il y a du bien-être qui peut être à la charge des personnes, et puis il y a de la survie, il y a de l'essentiel pour lequel il n'y a pas de raison que les conditions de ressources ou de pays soient différentes selon les individus. Dans le cas de cet accord, il s'agirait d'un cadre. Est-ce que vous pensez rapidement que les négociations vont aboutir ? Alors, il y a deux types de négociations aujourd'hui. Une pour le règlement sanitaire international, celui qui sonne l'alerte, et puis il y a un deuxième qui est l'accord pandémique, qui est un nouveau traité quelque part, peut-être pas un traité aussi lourd, et qui mettra plus de temps. Dans le fond, le traité, par exemple, la Convention sur le tabac, qui règle toutes les dispositions contre le tabac, a mis 15 ans pour se faire. Là, on est à 2 ans. S'il faut mettre une 3e année ou une 4e année, le plus tôt sera le mieux. Antoine Flahault, merci infiniment. Merci beaucoup. À noter, avant de nous quitter, qu'Antoine Flahault est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Covid, le bal masqué, paru chez Duno. Et puis il vient de publier Prévenez-moi, une meilleure santé à tout âge, aux éditions Robert Laffont. Merci de votre fidélité. Géopolitis, c'est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube. À tout bientôt et portez-vous bien.